Monsieur le ministre. Je vous propose de passer au groupe Les Républicains avec la question de Monsieur Fabrice Brun. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous le savons tous, la question des migrations est le défi du XXIe siècle, en raison notamment de la multiplication des conflits, du dérèglement climatique, mais aussi de l'aspiration bien légitime de millions de jeunes à vivre une vie meilleure. Alors que nous examinons le projet de loi sur l'asile et l'immigration, nous sommes également conscients que notre continent ne pourra pas accueillir tous ceux qui désirent migrer. Alors bien sûr, l'Europe doit réinterroger ses frontières, mais ne nous cachons pas la vérité en nous contentant seulement de fixer des objectifs de seuil migratoire, aussitôt votés, aussitôt dépassés. Rien ne sera résolu sur la question de l'immigration si, dans une logique humaniste, nous ne faisons pas ensemble le pari du co-développement. Monsieur le ministre, au cours de ces dernières années, les gouvernements successifs ont été saisis de diverses initiatives, notamment lors des débats budgétaires. Je pense à la proposition de créer une Sofidev au profit des pays en développement par Frédéric Lefebvre. Je pense au plan d'électrification de l'Afrique de l'Ouest porté par Jean-Louis Borloo, qui une fois de plus a été visionnaire. Et je pense aussi à la proposition d'augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières portée sur différents bancs de cette Assemblée par nos collègues Marc Le Fur, Bertrand Pancher et Olivier Faure. Plus récemment, dans le même esprit, mon collègue Guillaume Pelletier a suggéré la mise en œuvre d'une taxe sur les transactions en Europe pour permettre à tous ces peuples de vivre sur leur terre dans le cadre d'un grand plan Marshall pour le développement. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, à la lumière de ces propositions concrètes, indiquer à la représentation nationale quelles initiatives vont être prises par votre gouvernement en faveur du co-développement? Je vous remercie, Monsieur Brun. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le compte-rendu notera donc applaudissements sur les bancs LR. Naturellement, encore une fois, le gouvernement est particulièrement mobilisé pour faire en sorte que le développement soit une ambition et pas que dans des mots. Il y a une trajectoire budgétaire qui a été définie, atteindre 0,55% d'ici 2022, faire en sorte que tout cela s'opérationnalise dans des programmes très concrets, et c'est le but par exemple de l'Alliance pour le Sahel, qui permet dans des pays qui sont souvent ou dans lesquels les jeunesses parfois désespèrent de pouvoir accéder à une éducation telle qu'elle le souhaiterait, à un emploi tel qu'elle le souhaiterait, de conduire des programmes visant à développer l'auto-entrepreneuriat, visant à ce que des TPE, des PME voient le jour, à ce que le secteur agricole puisse être toujours plus performant. Et donc là aussi, on est sur des programmes qui sont en train de voir le jour. Et donc, soyez assurés, à travers notre engagement dans le partenariat mondial pour l'éducation, à travers l'engagement pris par le président de la République à Ouagadougou dans son discours pour augmenter les fonds dédiés aux PME, tout simplement pour que des opportunités puissent être créées pour ces jeunesses qui je le précise, ont un caractère très dynamique compte tenu de la démographie. Et donc les enjeux sont d'autant plus prégnants et je dirais que le besoin de résultats est d'autant plus pressant. Donc de ce point de vue-là, je crois que ce qui guide l'action du gouvernement, c'est le côté opérationnel. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire que la mission qu'a conduite Jacques Maire, par exemple au Niger, nous montre la voie. On a besoin de faire en sorte que les projets, au-delà des montants, des centaines de millions d'euros, etc., puissent se traduire dans la vraie vie, dans la vie quotidienne. Et c'est ce que j'ai pu voir avec, par exemple, les actions conduites par un certain nombre de collectivités locales à Madagascar, collectivités locales françaises, dont les actions à l'échelle micro permettent de changer la vie d'une commune, le fait d'accéder à l'eau, le fait d'avoir un système d'irrigation. C'est ce qui permet très clairement d'offrir de nouvelles perspectives d'une vie meilleure. Alors ça peut paraître philosophe de parler d'une vie meilleure, mais très concrètement sur le terrain, ça s'incarne et ça a souvent la forme d'un sourire. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 8 février dernier, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement a décidé une hausse des moyens consacrés à l'aide publique au développement et nous pouvons vous en réjouir. Vous venez de rappeler l'objectif en répondant à la question de mon collègue Fabrice Brun de 0,55% du PIB en 2022.
En effet, cette aide publique au développement a pour but de favoriser le développement économique et d'améliorer le niveau de vie des pays en développement. En 2016, la France consacrait 8,7 milliards d'euros du revenu national brut à l'aide publique au développement, un montant en hausse déjà de 7% par rapport à 2015. Cela fait de la France le 5e contributeur mondial. Au titre des zones géographiques bénéficiaires, le premier continent est l'Afrique, avec une aide qui lui est consacrée à 41%, suivie de très loin par les pays en développement à 19%. L'aide publique au développement s'inscrit dans un véritable cercle positif, un cercle de solidarité. Toutefois, si nous ne prenons pas en compte les difficultés rencontrées sur le terrain, cette aide perd beaucoup de sa substance. Effectivement, comment un pays, comment une zone géographique peuvent-ils espérer prospérer, espérer se développer lorsqu'ils sont contaminés de l'intérieur par des idéologies, par des revendications meurtrières? Pour garantir la sécurité publique pleinement et entièrement, le combat face au terrorisme se joue à l'intérieur. Cela se joue à l'intérieur de notre pays, mais également à l'intérieur des pays et des zones desquels émanent directement les acteurs du terrorisme. Alors l'aide publique au développement est nécessaire, indispensable. Toutefois, n'y a-t-il pas là un non-sens à multiplier les mesures et donc les coûts, tout en ne conditionnant pas au minimum l'aide distribuée aux zones dont émanent les terroristes? À l'heure où le gouvernement demande aux Français de faire de nombreuses restrictions budgétaires, ma question est donc la suivante. Est-ce que le gouvernement est prêt à lier, de manière directe ou indirecte, le versement de l'aide publique au développement aux seuls pays qui coopéreraient activement à la lutte contre le terrorisme? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, très clairement, je dirais l'Europe et l'Afrique ont destin lié et nous ne saurons tout simplement endiguer un certain nombre d'actions qui sont peut-être tentées ou parfois, hélas, réussies sur notre territoire national si nous n'arrivons pas à résoudre tout simplement les questions de création des conditions d'une vie meilleure. Donc c'est ce que nous évoquions par rapport notamment à l'éducation. Parce que vous évoquez la lutte contre la radicalisation. Tout cela, je crois, peut se transmettre à travers ce vecteur que sont eh bien, ce qu'étaient nos hussards de la République, des enseignants, des enseignantes qui vont permettre aux jeunes hommes et aux jeunes filles, parce que le président de la République tient également à ce que l'emphase soit mise sur la scolarisation des jeunes filles, et bien faire en sorte qu'elles puissent avoir une autonomisation de leur personnalité et qui leur évite de tomber dans l'emprise et dans les raies de certains propagateurs de haine et de propagande. Et donc, je crois que c'est, par exemple, le fait que la France porte sa contribution au partenariat mondial pour l'éducation de 17 millions d'euros à 200 millions d'euros montre combien tout se traite à la clé, à la racine et donc au niveau de l'éducation. Après, s'agissant du lien que vous faites entre aide publique au développement et engagement des États, je crois que vous le savez, ces États sont pleinement engagés. Et quand on regarde au niveau du Sahel, par exemple, les efforts consentis, y compris budgétaires, ça a été dit d'ailleurs par certains, ce qui obère des marges de manœuvre pour ces États, pour d'autres politiques, eh bien, il y a véritablement une volonté très forte, et je salue l'action de ces gouvernements impliqués dans le G5 Sahel pour opérationnaliser une force qui puisse être présente de façon effective, qui puisse prévenir, qui puisse répliquer, qui puisse répondre, qui puisse aussi être aux côtés de la MINUSMA. Donc je crois que nul besoin que de leur mettre de la conditionnalité. Ils et elles, les dirigeants de ces pays, prennent vraiment leurs responsabilités très à cœur de ce point de vue-là. À nous aussi de créer les conditions dans la communauté internationale pour faire en sorte que, eh bien, ils aient les moyens de cette ambition qu'ils partagent avec nous. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Xavier Breton, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans ce débat sur l'aide publique au développement, ma question porte plus particulièrement sur la coopération décentralisée. On sait que les dispositions législatives ont pu jouer un rôle incitatif dans cette coopération décentralisée, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle les 1%. Il y a eu la loi Oudin-Santini de 2005 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales qui
permet aux communes et aux intercommunalités de financer sur leur budget des services publics, de l'eau et de l'assainissement. Et sur ce budget, ils peuvent effectivement financer des actions de coopération décentralisées dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, avec un plafond fixé à 1% de ce budget, d'où l'appellation le 1% au assainissement. En juillet 2014, c'est la loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale qui a étendu ce dispositif au secteur des déchets. C'est ce qu'on a appelé le 1% déchets qui était porté à l'époque notamment par Jacques Pélissard en tant que président de l'Association des maires de France en lien avec Cité Unie et Michel Delbarre, sénateur à l'époque. Alors j'aurais deux questions. La première, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de procéder à une évaluation de ces dispositifs 1% pour voir leur évolution dans le temps et s'il n'y a pas aussi un peu matière à relancer ces dispositifs aujourd'hui avec un contexte, on le sait, de réduction de la dépense publique et notamment la dépense publique locale qui peut effectivement un peu freiner les ambitions de ces dispositifs. La deuxième question, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'ouvrir le dispositif des 1% à un autre secteur qui est celui de l'éducation? On sait l'importance de l'éducation dans les enjeux pour les pays les plus défavorisés. L'éducation, notamment l'éducation des filles, est un enjeu important. Est-ce qu'il ne serait pas opportun d'inciter les collectivités locales dans leurs compétences, je pense notamment aux écoles pour les communes, mais également aux collèges pour les départements ou aux lycées pour les régions, et bien de les inciter à des actions de coopération décentralisées dans ces domaines? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Xavier Breton, vous avez raison, les collectivités locales sont engagées. D'ailleurs, puisqu'on est dans la série des 1%, il se trouve que leur contribution représente 1% de l'APD française totale, environ 83 millions d'euros. Avec aussi, alors même s'il y a un certain nombre de cadres favorables qui ont été créés, que vous avez rappelé, la loi Oudin-Santini, d'origine parlementaire, effectivement, et puis également après le travail accompli dans la LOPSI pour étendre en termes de secteur, il faut néanmoins rappeler que, y compris dans nos assemblées locales, et moi j'ai été frappé, j'en ai été témoin, dans le département de l'Yonne, nous avions historiquement une coopération avec la Carécie en Géorgie, qui a de plus en plus de difficultés à faire partager avec nos collègues élus locaux, parfois, la nécessité et le besoin de conduire ces actions de développement, parce que y a le souhait de réorienter ça vers le contrat de canton, etc. Bref, donc on a un vrai travail de pédagogie à faire tous ensemble. Et je tenais à le dire parce que quand on dit que l'action des collectivités s'élève à 83 millions d'euros, on voit que avec les régions qui sont les nôtres, les départements qui sont les nôtres, les communes, les agglos, je pense qu'on pourrait être encore plus ambitieux. Et de ce point de vue-là, moi, je reçois très favorablement les deux propositions que vous faites, à la fois évaluer les cadres qui ont été posés, et je pense qu'il faut que nous nous en ouvrions avec le CNCD, le Conseil national de la coopération décentralisée, parce que ce sont les collectivités elles-mêmes qui font ces dépenses, et donc voir comment on peut collecter tous ces éléments et voir ce que ça a donné. Mais donc, avis totalement favorable à ce premier amendement breton. Et le second également, le fait d'ouvrir le 1% à l'éducation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder de près, parce que vous avez totalement raison, l'éducation est la clé de tout. Par ailleurs, il y a un plan francophonie que le président a mis sur la table, avec un volet éducation ambitieux, et je pense que nous devons y travailler. Donc, écoutez, ça nous ouvre des perspectives pour continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La France porte une voix singulière dans le monde par son histoire, sa culture, sa langue. Elle a su souvent parler à l'ensemble de l'humanité. Nous avons un rôle à jouer dans le concert des nations et à ce titre, l'aide publique au développement est une contribution nécessaire face aux défis auxquels le monde doit faire face, et notamment en termes de projection démographique. Monsieur le ministre, nous devons aujourd'hui contribuer au développement des pays les plus pauvres, non seulement par devoir, par solidarité, mais aussi avec pragmatisme. L'aide publique au développement doit être mise au service de ces objectifs. Or, un de nos objectifs prioritaires, c'est la lutte contre l'immigration illégale, pour garantir notre droit d'asile, aujourd'hui dévoyé. Plus de 92 000 mesures d'éloignement ont été prononcées en 2016 et seules 24 707 ont été exécutées, soit à peine 27 %. Nous le savons, les pays d'origine des migrants ne délivrent pas suffisamment de laissez-passer consulaires, documents pourtant indispensables aux procédures d'éloignement. Même si des progrès ont été réalisés depuis 2013, moins de la moitié des laissez-passer consulaires demandés par la France ont été délivrés dans des délais utiles à l'éloignement.
En 2017, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires est très hétérogène d'un pays à l'autre. 52% en Guinée, 33% au Sénégal, 11% au Mali, soit 8 délivrés sur 73 demandes, et 27% au Gabon et en Mauritanie. Certains pays opposent donc une très forte résistance, à la fois pour la délivrance des laissez-passer consulaires et également pour l'organisation des vols groupés, et en font donc une arme diplomatique. Monsieur le ministre, nous devons à notre tour utiliser l'aide publique au développement comme un outil pragmatique de régulation. Nous proposons d'exiger la délivrance des laissez-passer consulaires dans des délais utiles et d'en faire un nouveau critère conditionnant l'aide au développement de la France aux pays étrangers. C'est une mesure forte, incitative, qui nous permettrait de mener à la fois une politique de développement solidaire tout en la liant à la lutte contre le détournement du droit d'asile. Ma question est simple, que comptez-vous faire pour conditionner l'aide publique au développement à la lutte contre l'immigration illégale? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Exactement, merci Monsieur Stroman. Monsieur le Président, Madame la députée Virginie Duby-Muller. Donc, ce sujet des laissez-passer consulaires, je peux vous dire qu'il est en haut des priorités parce qu'effectivement, les statistiques que vous avez évoquées sont éloquentes. Donc, de ce point de vue-là, il y a à la fois un suivi politique. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était d'ailleurs il y a quelques jours dans une tournée qui l'a conduit du Maghreb jusqu'à certains États d'Afrique subsaharienne. Et il a eu l'occasion également, lors du sommet UEUA à Abidjan, de rencontrer un certain nombre de ses homologues et des chefs d'État de la région afin de mettre l'accent sur le besoin de résultats très concrets, parce qu'effectivement, il y a des règles, elles doivent être respectées. Alors, il faut aussi dire que, à la décharge aussi de certains États ou gouvernements de la zone d'Afrique subsaharienne, il y a un besoin de constituer des états civils qui soient peut-être encore plus fiables, parce que je prends le cas par exemple de la situation de la Côte d'Ivoire où j'étais la semaine dernière et j'ai pu évoquer ce sujet parmi tous les autres sujets d'une relation dense avec les deux pays. Et vous savez, c'est un pays aussi où il y a une forte population migrante venue du Burkina, d'autres pays voisins, pour l'ordre d'un quart, et que par conséquent, parfois, des personnes se disant ivoiriens, en fait, ne sont pas de Côte d'Ivoire, et donc ça complexifie les recherches. Donc tout ça pour dire qu'on a un besoin d'appui à la constitution d'états civils robustes, que par ailleurs, nous avons, pour suivre cette priorité politique, désigné un ambassadeur itinérant, monsieur Pascal Tessera, qui est au quotidien en discussion avec les administrations concernées, des États concernés, et que grâce, encore une fois, à l'engagement politique à la fois du ministre d'État et puis également du ministre des Affaires étrangères, eh bien, nous avons bon espoir d'obtenir des résultats. Et puis, après, de créer aussi un cadre de migration légale qui soit peut-être plus favorable, au sens où nous avons, en termes d'enseignement supérieur, peut-être encore de l'accueil à faire, si nous voulons que le français rayonne, que la francophonie rayonne. Mais s'agissant de l'immigration illégale, effectivement, il faut des résultats et nous attachons à en avoir.